Dans une société, qu'est-ce que le théâtre dans une ville? Finalement, il y a un certain nombre d'éléments dans une ville qui sont structurels. Dans la ville, il y a la structuration administrative. On a la mairie, on a tout ce qui correspond à la structuration même d'un regroupement d'individus dans un même espace qu'il faut gérer. La deuxième, c'est qu'on a cet espace qui vont être les lieux de culte, qui sont ces espèces de lieux où l'être humain a besoin de trouver une réponse, alors il va chercher ses réponses. Le théâtre est le reste de cette grotte gardée dans la société, qui est l'endroit où l'être humain vient devant un mur noir. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse n'est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je me transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Pour moi, le départ a été la jonglerie. Mais finalement, ça a été le départ pour regarder mon corps. Je veux dire, la jonglerie, c'est un acte que vous faites avec votre corps. Et donc, c'est un moment où vous vous réappropriez une capacité à faire quelque chose qui vous fait penser finalement au cosmos. Dans le sens où, d'un seul coup, vous êtes en capacité de défier une loi de la gravitation, donc une loi physique. Celle-ci, elle est d'ailleurs presque sportive, en fait. Elle est très loin de l'art au départ. Elle est beaucoup plus même spirituelle, en fait. Elle évolue en permanence entre ça, entre votre capacité à être de plus en plus performante dans votre acte, et en même temps, plus vous performez, plus vous voyez que ça ne peut pas être uniquement une pratique sportive, que ça peut être aussi une pratique de la trajectoire. Et la trajectoire, peut-être c'est ce que dit très bien Aragon, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ dans la trajectoire. Et puis, il y a un point d'arrivée qu'on essaie de toujours déterminer. On ne sait pas où est le point d'arrivée, finalement. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans la pratique de la jonglerie, on parle toujours de la petite mort ou du point mort. On parle de ces moments où l'objet n'arrête plus de monter, mais il va redescendre, ou quand l'objet tombe, c'est la petite mort. Donc, ce sont des endroits que l'on cerne et qui deviennent des formes d'imaginaire. Parce qu'on a envie de les dépasser, finalement. On a envie de lancer toujours plus haut pour que ce point mort, ce moment où l'objet va arrêter de monter et avant qu'il redescende, soit finalement encore plus loin, peut-être avec ce rêve presque qu'il ne subirait plus la gravitation, mais qu'il continuerait son chemin dans l'espace. Donc, le point de commencement, c'est celui-ci. C'est un état de conscience. Celui qui fera le lien avec l'art, ce sera la rencontre, bien sûr, du spectacle. Donc, c'est le travail de Jérôme Thomas à l'époque. Parce que je suis venant d'une famille d'ouvriers, je n'étais pas du tout lié à la question du spectacle, même ni au cinéma. Donc, ce n'était pas du tout dans ce rapport possible de rencontre avec le théâtre, hormis la case scolaire, finalement, qui m'aura amené à voir des choses, mais qui ne m'aura pas déclenché le désir, en fait. Qui m'aura surtout ramené à la situation de l'exercice, de devoir accepter l'exercice, de comprendre les questions qu'on me pose. Alors qu'au moment où finalement vous avez une pratique et d'un seul coup le lien se fait entre une personne que vous voyez sur scène, qui fait la même pratique que vous,
et qui en donne une possibilité d'imaginaire assez folle avec son corps, avec la musique, avec tout ce que ça veut dire d'être sur scène, vous faites un lien, ce qui d'un seul coup ouvre aussi un autre désir, c'est vous avez envie de bouger comme cet artiste, vous avez envie finalement de faire des choses aussi magiques et de rire des situations qu'il provoque. Et en plus, automatiquement, ça vous amène à vous intéresser à d'autres formes. Donc je veux dire, il y a d'abord l'étape de conscience et ensuite il y a l'étape d'ouvrir une porte qui devient celle de la salle de spectacle, celle où se produisent les artistes. Et puis la curiosité qui se développe, c'est que cet artiste-là, mélangeant la jonglerie à la chorégraphie, à un nombre d'éléments qui vont d'un seul coup susciter finalement le désir de comprendre ce qu'il se produit, puisque à ce moment-là, on est vraiment fasciné. Je pense que j'ai été fasciné par ça. Donc c'est ce qui m'ouvrira vers la chorégraphie, avant d'aller voir du théâtre. Et puis aussi d'une génération qui est la mienne, qui est celle de cette étape dite du nouveau cirque, donc du renouveau des arts du cirque, où des artistes finalement de très divers horizons vont se mélanger et provoquer aussi finalement une autre forme d'écriture qui est très loin du numéro, qui est très loin... donc vraiment... je dirais le commencement est peut-être le commencement dans un moment d'un renouveau en fait. Il faut imaginer, hein, tout début des années 90, donc au mouvement du nouveau cirque, Jérôme Thomas, c'est vraiment le maître absolu de la jonglerie. On est, je me souviens, une quarantaine à cette formation dont beaucoup se retrouvent sur la scène encore aujourd'hui. Hein, et je crois que c'est aussi un moment de l'histoire de l'art de la jonglerie qui est conséquent, puisque à l'issue, pour moi, de ce stage, il me propose d'être son étudiante. Chose qui est effrayant à l'époque pour moi, parce que voilà, vous sacralisez l'artiste. Et qu'en effet, c'est quelqu'un voilà, d'une forme de présence très forte, avec un égocentrisme très fort, avec quelque chose qui peut vite faire peur. Mais malgré tout, je prends ça, bien sûr, comme une chance inespérée. Ce que je veux dire, au moment où j'aurais pu aller tenter une école des arts du cirque, comme le CNAC, le Centre national des arts du cirque, lui me propose finalement une relation de maître à élève, qui me posera d'ailleurs beaucoup de questions ensuite, parce que ce que je veux dire, c'est que ce dialogue que j'aurais pu pratiquer quasiment 10 ans avec lui, c'est une forme de formation qui est très singulière. À ce moment-là, il me fait découvrir sa vision des choses, il me fait... donc c'est très centré sur sa pratique, même s'il m'ouvre très très vite à d'autres artistes qu'il connaît et vers lesquels il m'oriente, dont Hervé Diasnaz par exemple, qui vont être vraiment pour moi, oui, mes deux maîtres à penser pendant toute une période de temps, parce qu'ils vont, et l'un et l'autre, je pense porter une grande attention à mes possibles, dont moi je ne suis absolument pas consciente. Je veux dire, à ce moment-là, eux voient des choses en moi que moi je suis inconsciente de ça. C'est-à-dire, eux sentent mon potentiel d'imaginaire, de créativité, et ils me l'offrent. Ils me l'offrent, ils la provoquent. Ce que je veux dire, ils la provoquent aussi d'une très belle matière, parce que d'un côté, eux ont une expérience, ils me parlent de l'expérience professionnelle, mais ils me parlent aussi de l'expérience de l'imaginaire, c'est-à-dire là où ils en sont. À l'époque où je rencontre Jérôme, ses lectures, c'est Tarkovsky, c'est les écrits de Tarkovsky, et il me fait lire les écrits de Tarkovsky, autant que montrer son cinéma. Il me montre le cinéma de Kurosawa. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit regarde la jonglerie comme simplement un acte. Non, il m'amène sans arrêt à rencontrer les musiciens de jazz, à l'époque l'ARFI de Lyon, l'association à la recherche d'un folklore imaginaire. Donc une diversité de visions de là où il en est.
Dans la virtuosité, il y a quelque chose de la séduction. Il y a le fait que le ou la virtuose a un potentiel d'admiration et de sacralisation. Et c'est ça la terrible histoire de la virtuosité. C'est on sacralise la personne qui est virtuose. Donc on sacralise tant qu'elle respecte les codes de la virtuosité. Mais les codes de la virtuosité, c'est presque respecter un code complètement opposé à la vie. Je veux dire, j'avais moi des maîtres, je pense à Francis Browne, qui était un très très grand jongleur, quelqu'un qui a révolutionné, qui faisait partie des maîtres, qui est le maître direct de Jérôme Thomas, dont jusqu'à la fin de sa vie, il a fait son même numéro avec une énorme virtuosité jusqu'à la fin, et il n'aura fait que ça. Il a été reconnu et il restera dans l'histoire pour ça. Mais on ne sait rien de Francis Browne. Et on ne sait rien de ce qu'il aurait pu développer plus, à part montrer finalement cette capacité à sans arrêt refaire jusqu'à la fin de sa vie un même numéro. Cette virtuosité reste qu'on est toujours dans la sublimation. Mais dans la sublimation, je veux dire, c'est dans notre société, c'est un symbole très très fort pour moi et qui est celui du pouvoir. Et donc qui est finalement celui qu'on peut utiliser dans tous les sens. Et qui pour moi est extrêmement dangereux. La virtuosité, à cet endroit, fait que on vous garantit le succès si vous respectez ce que l'on vous dit de faire. Mais au moment où vous voulez changer les règles, vous sortez du cadre de la virtuosité. Vous changez de l'endroit où vous n'êtes plus virtuose. Non, non, non. C'est au moment où vous mettez en doute, et l'injonglabilité est arrivée comme ça. Au moment où je décide de sortir de la virtuosité, celle que j'avais, voilà, de savoir jongler, bien jongler, parce que j'avais eu un apprentissage merveilleux, parce qu'on m'a transmis un savoir, une capacité que moi j'ai pris comme tout virtuose, c'est-à-dire à travailler des heures et des heures, des journées entières, à ne consacrer ma vie qu'à ça, comme une sorte de Graal, en disant, voilà, on ne cherche pas la virtuosité, mais on sait qu'on devient virtuose. Et qu'on est salué par ça. Donc on est sans arrêt dans une espèce de sacralisation. Vous rentrez dans un espace où il y avait d'autres jongleurs et c'était tout de suite une sorte de relation de la virtuosité qui s'exprime. Voilà, c'est le grand maître, comme on dirait un grand maître de violon. Mais qui vous oppose sans arrêt à la réalité. La réalité, c'est que vous masquez la souffrance, vous masquez la possibilité de montrer autre chose. Donc pour moi, c'était évident que rompre avec la virtuosité, c'était aussi accepter de rompre avec ce masculin que j'essayais d'être, et finalement d'accepter ma quête d'identité comme une autre part. Et ce qui correspond aussi à l'injonglabilité, c'est-à-dire qu'à un moment, je savais qu'en rentrant dans cette question-là, c'est-à-dire en abandonnant la virtuosité, il fallait que je remette la question en disant « mais est-ce que cette virtuosité, je ne peux pas la mettre au service d'autre chose ?» Alors en effet, mon premier acte a été radical puisque j'ai détruit mes objets. J'ai détruit sur scène mes objets de prédilection en disant, voilà, je ne veux plus être associé à ça parce que c'est une sorte de miroir. Parce que c'est sans arrêt, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez la capacité de mes gestes. Mais regardez derrière, je suis un être humain qui va vous raconter finalement la faiblesse, les doutes, qui va vous raconter bien plus que ça. Et ça, par contre, c'est celle qui me fait entrer dans le théâtre. La virtuosité ne montre aucun doute, alors que je considère le théâtre comme un endroit de tous les doutes. Alors, à ce moment-là, l'injonglabilité, c'est de dire « je vais jongler avec des choses qui finalement vont remettre en question ma position d'être humain ». Ça a été le cas. La première chose que j'ai fait, j'ai jonglé avec des cactus, j'ai jonglé avec des choses coupantes, j'ai jonglé jusqu'à arriver à la glace, où finalement, c'est le dernier lien ou la rupture, finalement, de dire « je vais jongler avec quelque chose qui, de toute façon, va disparaître » contre quelque chose que je ne peux pas maîtriser, que même ma virtuosité ne peut pas tenir. Si elle tombe, elle casse. Et de toute façon, si j'attends, elle fond. Et encore pire que ça, j'avais décidé de dire « et si elle est au-dessus de ma tête ?»
et que je ne peux pas l'attraper et qu'elle tombe de manière aléatoire et qu'elle pourrait même me tuer. Et remettre en question finalement cette virtuosité en disant mais cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, celle que je ne peux pas atteindre, celle qui contredit ma virtuosité, c'est mon rapport à la société. Et peut-être c'est ça le premier lien au théâtre. La première fois où je peux faire que le spectateur n'est plus en train d'observer, d'admirer, mais de se voir dans l'espace du théâtre et donc de comprendre que je parle de lui et non plus de moi. Je l'ai choisi parce qu'il portait ce nom et que la salle était entièrement noire. Donc pour un paradis, c'est quand même un peu, c'était un peu bizarre, quoi. Et qu'en plus, c'était une salle ridiculement petite. Donc en plus, la dimension ne pouvait pas contenir les 20 étudiants. Donc la question même d'un paradis noir, sans espace, m'interpellait en me disant tiens, mais qu'est-ce qu'on a comme image du paradis finalement, d'un espace infini, magnifique, lumineux, beau, comme on le véhicule dans la religion. Mais à ce moment-là, c'est là où j'ai eu l'idée de dire alors vous allez vous réinventer un paradis. Et c'est là où c'est le paradis de la grotte. Dans la grotte, vous ne savez pas la dimension. Et qui est pour moi une sorte de presque de parallèle presque de la vie. Je veux dire, en tant que femme, je considère mon vagin comme une grotte dont je ne sais pas quelle est la dimension puisque je ne sais pas si c'est mon corps en entier ou pas. Et c'est une relation pour moi matricielle très forte, de dire finalement le paradis au TNB était une sorte d'espace virginal autant que vaginal, où je disais aux élèves, réinventez-vous votre paradis puisqu'on vous a promis un paradis qui n'est pas là. Cette salle ne peut pas porter ce nom, sauf si vous le transformez, cet espace. Alors c'est comme ça que je leur ai dit, nous allons faire un art théâtral pariétal. Nous allons donc nous réapproprier l'espace de la grotte. Et que cet espace de la grotte, qui fera le lien avec 37 000 ans de l'histoire de la grotte Chauvet, sera aussi une des expressions les plus fortes. C'est que vous savez vous réapproprier le monde, vous réapproprier l'idée même d'un paradis, et que le paradis n'est pas une spéculation après la mort, mais pourquoi ne pas dire que le paradis doit être là? Parce qu'on nous le promet. Alors pourquoi pas l'inventer? Pourquoi le paradis devrait être réservé? Pourquoi pas le prendre nous-mêmes? Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus